quoi sert le hurlement du loup? Ah, c'est pas simple parce qu'en réalité il a plusieurs fonctions. Et donc actuellement c'est à l'étude et c'est pas encore bien compris, mais ça commence à devenir plus intéressant parce qu'au départ on croyait que c'était un signal et une réponse et puis c'est tout, alors qu'en réalité ça a plein de fonctions. C'est d'abord la principale fonction, c'est de se compter. C'est-à-dire que vous avez sur un avion, toi tu es pilote d'avion, quand on réserve les avions, on a un ordinateur qui dit que les places sont utilisées et parfois l'ordinateur se trompe ou je ne sais pas quoi, ou le gars plutôt qui tape et on se retrouve avec deux personnes sur le même siège et qu'il faut arriver à caser. Eh bien là, avec les loups, c'est sans erreur possible parce que dans une vallée, chaque meute hurle, ça permet de savoir combien ils sont, s'ils sont motivés, les sexes, l'état physiologique, ça permet de savoir s'ils sont motivés pour se défendre c'est une pancarte, c'est-à-dire propriété privée, défense d'entrée. Ça veut dire pour le loup qui est dans les environs, ou attention, il ne faut pas entrer dans ce coin-là parce qu'on va se faire tuer, parce que là, attention, il risque leur vie. Hein. C'est un loup, c'est pas une plaisanterie seulement. Hein. C'est-à-dire que si il va chasser dans le territoire d'une autre meute, les autres ont l'autorisation de les tuer. Alors, ils se protègent complètement. Hein. Et donc, c'est spécial. Et donc, en tout cas, quand vous avez 3 meutes dans une vallée, eh bien, ça permet de se répartir l'espace. C'est un peu comme les places dans un avion. Et donc, en réalité, on sait si la meute est là, combien à peu près ils sont. Il paraît, là, c'est en train de se faire étudier actuellement, on pense qu'ils arrivent, même dans le hurlement collectif, de distinguer les individus. Donc, ça, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on peut, nous, avec nos oreilles, entendre. Ceci dit, il y a des gens qui sont très doués, et ma femme par exemple, qui arrive dans l'aboiement d'un chien, de savoir qui c'est d'abord, si c'est le leur ou le voisin, ou etc. Et puis d'autre part, ce qu'il veut dire, parce qu'il n'a pas les mêmes aboiements. Et donc là aussi, l'oreille, il y a une éducation de l'oreille. En tout cas, pour en revenir au loup, qui est à l'oreille. Alors pourquoi les loups hurlent et les chiens aboient? Ben parce que simplement, on a sélectionné, c'est l'action de l'homme. Au départ, les chiens ont hérité de leurs ancêtres, c'est-à-dire le hurlement, mais ça embêtait les humains. Enfin, on n'était pas là, mais ça paraît évident. C'est-à-dire qu'avoir un loup qui hurle à la nuit, c'est pas très pratique. Par contre, avoir un chien qui aboie quand il y a un intrus, soit un animal, soit un homme, ça c'est très utile. Donc en réalité, il y a eu, au fil, ça s'est fait on pense qu'actuellement on en est à 35 000 ans. Hein. Donc c'est des milliers d'années. Et donc il y a eu des centaines de générations qui font que petit à petit, on a sélectionné tous les loups qui hurlaient le moins qu'il soit possible. Et petit à petit, on est arrivé à empêcher carrément le hurlement. Et par contre, on a sélectionné, quand on est passé sur les chiens, on a sélectionné des chiens qui aboyaient de plus en plus. Alors que chez les loups, à l'origine, le hurlement, c'est le cri principal, et l'aboiement, c'est un cri qui est très peu utilisé, qui permet de se repérer entre voisins, etc., ou d'avertir quand il y a un jappement, un truc comme ça. C'est particulier, c'est quasiment pas utilisé. Ça existe, mais c'est pas utilisé normalement, pas abondamment. Et on a renversé le pourcentage. C'est-à-dire que les hommes ont sélectionné des loups de moins en moins hurleurs et de plus en plus aboyeurs, et là ils sont arrivés aux chiens. Donc en réalité, là on voit bien à la fois l'histoire du chien, c'est-à-dire qu'à l'origine, l'ancêtre c'est le loup, mais l'homme est intervenu pour modifier, et là dans ce cas-là on arrive à quelque chose qui semble ne plus rien avoir. Mais en réalité, la preuve de ce que j'avance, c'est que vous avez des races de chiens primitifs, qui sont entre les deux. C'est-à-dire vous avez par exemple les huskies, les chiens de traîneau là, du Grand Nord canadien, eh bien, qui maintenant sont partout, hein, et qui sont très à la mode parce qu'ils sont très beaux, eh bien, ils ont tendance à moins aboyer qu'à hurler, c'est-à-dire à ululer.
Et on a même des races de chiens, primitifs d'ailleurs, qui sont génétiquement, on le sait, c'est pas seulement des mots, on sait que par l'ADN, par l'étude de l'ADN, on voit les parentés, on voit qu'ils sont plus proches du loup que des chiens modernes. Par exemple, le Border Collie, c'est un chien moderne, alors que par contre, c'est pas d'ailleurs à la gueule de l'animal que ça se vérifie, parce que, par exemple, un Pékinois, il est proche du loup, et donc c'était pas visible. Hein. Alors, et un berger allemand est assez éloigné du loup. Ça a été une réinvention, une recopie du loup. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas s'y retrouver si on n'avait pas eu la génétique. Les grands biologistes comme Darwin et Lorenz, et Konrad Lorenz, ils se sont trompés parce qu'il y a tellement de races, il y en a près de 400, qu'ils pensaient, et ça paraît de bon sens, que c'était un mélange d'espèces de canidés différents. En réalité, maintenant on est sûr, ça vient uniquement du loup, toutes les races de chiens viennent du loup, et d'autre part c'est très ancien. On ne s'attendait pas d'ailleurs à ça, parce que tous les autres animaux domestiques, c'est moins de 10 000 ans, c'est-à-dire depuis que les espèces humaines, les sapiens, homo sapiens, nous, l'homme moderne, on est sédentarisés. Avant, pendant 300 000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs, et donc on chassait en groupe, en équipe, du gros gibier. Donc on avait une fonction complètement différente. Et donc en réalité, le chien a une histoire très très longue et très compliquée. Et c'est pour ça qu'en réalité, on a pas mal d'histoires c'est un peu comme les humains, hein, c'est pas facile à comprendre qu'au départ, nous on était des singes sur les branches, et puis on est allé dans les savanes, donc c'est pas facile d'arriver à trouver qu'après ça aboutit à un homme dans un supermarché. Et bien un chien c'est pareil, comment arriver à s'imaginer qu'au départ c'était un loup, et qu'après ça a été modifié par l'homme il y a des milliers d'années, et que maintenant on a des tas de chiens différents, à tel point qu'on a des races de chiens qui n'ont rien à voir. Hein. Mais par contre, c'est soit basé sur les possibilités du loup, c'est par exemple vous avez des chiens d'arrêt, ça existe chez le loup, l'arrêt, c'est-à-dire que quand il voit une proie, hop, il s'immobilise pendant quelques secondes. Et ça permet aux autres membres de la meute de savoir pour s'organiser, pour entourer la proie. Eh bien, nous, on a sélectionné des animaux qui étaient déjà doués pour l'arrêt, et on a obtenu des dizaines de minutes d'affilée de chiens qui restent bloqués complètement. Et ça permet aux chasseurs de venir tranquillement et de s'y retrouver. Donc en réalité, vous voyez que toute cette histoire, pour arriver à comprendre un chien, il ne suffit pas de faire de la psychologie ou de bas étage, il faut s'en référer au loup, c'est-à-dire aux conditions de vie dans la nature, et puis il faut aussi modifier, voir comment il a été modifié par l'homme. C'est pour ça que la formule de La Fontaine, la définition de La Fontaine du chien, c'est-à-dire un loup rempli d'humanité, est parfaite, parce que le chien, c'est un truc à part, mais néanmoins, c'est un loup, à l'origine, et rempli d'humanité parce qu'il a été modifié. Alors, le hurlement, ça sert d'une part à se compter, c'est-à-dire qu'on se répartit l'espace entre les différentes meutes de loups, et donc ça permet déjà, c'est vachement curieux et intéressant, hein, ça permet de se répartir l'espace et de savoir à qui appartient l'espace pour telle meute. Si la meute n'est plus là, aussitôt, il n'y a plus de hurlement, et donc les autres s'installent. Mais ça permet des tas de choses. Un loup tout seul, qui est solitaire, comme il y a actuellement plein en France, parce qu'ils ont été tirés et que dans la meute, le couple dominant a été tué, et donc il part dans la nature pour essayer de fonder une nouvelle meute, et donc trouver un autre partenaire, un conjoint, et puis un terrain de chasse. Eh bien, quand ils partent comme ça, il hurle. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est mal à l'aise, tout seul. Généralement, la situation idéale pour un loup, c'est la meute. Et donc, il cherche à rétablir une meute. Et donc, il est malheureux, entre guillemets. Et d'autre part, il cherche un partenaire. Si c'est une femelle, il cherche un mâle. Si c'est un mâle, une femelle, etc. Et donc, ça permet de repérer. Ça peut être aussi un loup solitaire après une chasse qui s'est perdue. et qui cherche simplement à retrouver sa meute. Ça peut être avant la meute,
tout le groupe qui se réunit et pour se compter, entre guillemets, pour savoir qui est là avant d'attaquer, de partir en chasse, ou ça peut être au retour pour réunir tout le monde, et puis ensuite que se retrouver, un signal de retrouvailles, et en même temps un signal de victoire, entre guillemets, parce que les loups sont contents, ils ont réussi leur chasse, etc. Et ça peut être aussi, c'est pour ça que le hurlement n'est pas simple, il a plusieurs fonctions en réalité. Et donc ça peut être, en fin de compte, dans le hurlement, c'est ça qui n'était pas compris jusqu'à présent, parce que c'était pas facile, il y a des tas d'indications. Moi je l'ai fait sur d'autres groupes, sur les oiseaux marins en particulier, de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur d'un cri. Bon, là c'était relativement facile, mais chez le loup c'est très très difficile parce que c'est un mammifère, donc c'est un gros cerveau. Donc, en plus, ils sont très doués dans ce domaine, et donc à travers le cri, il y a plein d'informations qu'on commence à peine à comprendre. Donc en réalité, on est seulement au début de l'histoire.